Bonsoir à tous, bienvenue sur ce 18e tuto sur la tectonique de l'invisible. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Jacqueline Bousquet et donc à Émile Pinel, puisque c'est un mathématicien auquel elle s'est beaucoup intéressée, que pour ma part, je ne connaissais absolument pas. Et on va donc parler d'Émile Pinel, qui a défini un champ unitaire, qui est une forme de champ, une autre forme de champ gravitationnel, et qui s'appelle donc, c'est le champ H. Et vous allez voir que ce champ H se subdivise, entre guillemets, sachant qu'au stade où on en est, on parle là de quelque chose où il n'y a plus vraiment d'espace, plus vraiment de temps, donc voilà, le mot diviser vraiment à prendre avec des pincettes. Donc le plus simple, c'est que je vous montre un petit PowerPoint que j'ai fait, puisque ceux d'entre vous qui me suivent savent que je me suis mise enfin au PowerPoint. Alors, c'est pas encore parfait, mais H2, H3, H1. Alors, H2, j'espère que tout le monde voit. H2, H3, H1. Alors, H2, c'est le domaine de l'immatériel. C'est un espace qui est hors du temps et de l'espace. C'est un champ qui est hors du temps et de l'espace et où tout se passe de façon simultanée. Enfin, ce n'est pas notre espace-temps, c'est un lieu qui est relatif, ça, ce sont mes mots, qui est relatif aux archives akashiques, qui est relatif à la source, qui est relatif à ce fameux vide dont nous ne cessons de parler. H3, c'est un espace qui, on va le voir, a plus à voir avec le psychisme, puisque on va parler du cerveau, on va peut-être parler aussi des du corps psychique, donc qui était l'un des corps subtils qui nous entoure. Et H1, c'est vraiment le matériel pur, c'est vraiment la matière, la membrane, la cellule pure. Voilà. Et on va décrire, selon Émile Pinel, vu par Jacqueline Bousquet, le trajet d'une information de H2 vers H1. Donc dans H2, il y a des tonnes et des tonnes d'informations, des tonnes de potentialités. On a donc des ondes magnétiques. Mais ces ondes magnétiques ne peuvent pas se manifester dans la matière comme ça. Il faut passer par une interface, puisque là, on est dans l'immatériel, là, on est dans le matériel, et il faut passer par H3 qui a un pied dans les deux. Voilà. Donc là, on a les informations, là, on a le support de l'information, et là, on a l'information manifestée. Les ondes magnétiques de H2 sont transférées vers H3, où en fait a lieu un processus que moi je ne connaissais pas encore il y a 3 semaines, qui est ce qu'on appelle la conversion biézoélectrique et qui va permettre à cette onde magnétique de devenir une onde électromagnétique. Et grâce à cette information qui va être électromagnétique, on va pouvoir créer de la matière. Notamment on verra grâce à l'eau et grâce au sang, puisque dans le sang il y a du fer et que le fer attire le magnétisme, hein. Donc, c'est pas pour rien si les informations sont véhiculées par le sang, par l'eau. Lors de la conversion biézoélectrique, l'onde magnétique, en fait, est polarisée, c'est-à-dire qu'on lui donne un plus, on lui donne un moins et cela devient un photon. C'est-à-dire que dans le champ H2, on a en fait des neutrinos. Après la conversion biézoélectrique, ça devient donc des photons, donc ils contiennent leur matière et leur antimatière. Là, j'ai mis 7 à côté, vous verrez, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et cette polarisation, elle est relative au cerveau. Pourquoi? Parce que le cerveau, donc je cite Jacqueline Bousquet, c'est en fait comme du cristal liquide, hein. Et quand l'information arrive donc dans ce cerveau, il y a une électrification, donc via la conversion biézoélectrique, du plus et du moins.
et c'est ce qui va permettre la manifestation de l'information, c'est-à-dire la production de la formation de la membrane cellulaire, la production de la protéine et cetera. Donc j'espère que c'est relativement clair. Alors évidemment, cette façon de voir les choses, qu'est-ce qu'elle nous rappelle? Elle nous rappelle déjà les théories d'Amrani, dont on a parlé il y a plusieurs mois. Donc Amrani, pareil, un grand professeur, imprégné de soufisme d'ailleurs, c'est pas un hasard. Grand médecin, enfin voilà, son CV, fait 10 000 pages, donc le mieux c'est de retourner voir le tuto. Et Amrani avait le même discours, il disait que la cellule s'informait dans l'informe. Et il avait aussi une vision tripartite de la formation de la cellule. Donc, c'est vraiment, très proche de ce que je viens de décrire. Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le cancer, elle n'est pas la seule, hein, la maladie, en fait, ça serait un brouillage de l'information, hein, c'est-à-dire de la transmission d'informations de H2, vers donc la matière H1. Et ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, quand une information trop difficile nous parvient, alors elle donne l'exemple, d'une épouse qui rentre chez elle et qui voit son époux, au bras d'une autre femme, voilà. Et alors ce qu'elle dit, c'est que c'est tellement énorme, c'est une information qui est tellement violente que quand cette information arrive donc au niveau de son cerveau, au niveau de la sphère H3 pour être polarisée, pour être, donc pour entrer dans le corps, il y a disjonctage. C'est-à-dire au moment où le plus et le moins s'ajoutent, hein, au niveau du pardon, au niveau du processus biézoélectrique, il y a disjonctage. Et à partir de ce moment-là, comme ça ne marche pas bien au niveau de H3, il y a un brouillage de l'information entre, le corps, en gros, et l'esprit. Et c'est ce qui expliquerait des dysfonctionnements d'organes. Voilà. Donc, voilà, c'est une hypothèse que je trouve extrêmement intéressante et qui rejoint cette idée que la maladie est due à un brouillage de l'information, en fait, hein. On dit par exemple, que, et pour avoir vu des cas autour de moi, je je trouve ça assez véridique, que certains cancers de l'utérus, par exemple, seraient dus à un brouillage de l'information entre, non, ça on va pas se lancer là-dedans. Autre chose importante que rappelle Jacqueline Bousquet. Au niveau du noyau, en fait, de l'atome, T égale 0, c'est-à-dire que le temps n'existe pas. Et il y a cette espèce de mécanisme-là qui est en train de s'esquisser autour du zéro. Je ne sais pas si vous vous souvenez vraiment au début de mes tutos, je vous ai parlé du zéro et de l'infini, hein, comme quoi le zéro avait à voir avec l'infini. Quand on, divise, un chiffre par zéro, ça donne l'infini. Heu, Quand on se met en méditation, quand on atteint ce qu'on appelle le point zéro, c'est là où on peut avoir des illuminations. Le Ce qu'on appelle aussi la vacuité, hein, c'est ça à voir avec le zéro. Hem, la dernière fois, on avait essayé et on avait fait appel, aussi pour cela à une source ésotérique extrêmement intéressante qui était une canalisation de l'entité Criéon par Lee Carroll. On a aussi cette idée de résonance entre plusieurs éléments et je postule, l'hypothèse que ce circuit, en fait, où tout se fait simultanément, si j'ai bien compris, se passe, en fait, au niveau du temps zéro. C'est-à-dire se passe, en gros, ni dans l'espace, ni dans le temps. C'est-à-dire que se passe au niveau de l'infini. Je ne sais pas si je suis claire. On avait dit, voilà, quand une information est captée, donc il y a une résonance avec l'ADN, hein, c'est un fait, et ça peut aller, à mon avis, dans un sens comme dans l'autre, hein. C'est-à-dire que l'ADN peut être sollicité pour nous envoyer une information dans le corps et inversement, hein. Tout cela marche en même temps, en fait. C'est ce qui est assez compliqué à concevoir. Donc il y a ces interactions qui se passent entre donc les informations qui sont dans le vide, dans les archives akashiques et qui viendraient de la source,
qui résonne donc avec l'ADN, qui résonnerait donc avec le fameux cristal de la caverne de la création. J'ajouterais, au regard de ce que nous apprennent les travaux d'Émile Pinel, le cristal du cerveau, qui serait l'équivalent de l'eau du cerveau, marcherait comme des cristaux liquides, marcherait en interaction avec la grille cristalline de la planète. Et vous vous souvenez ce qu'on avait vu avec, au niveau de l'ancrage, hein, c'est-à-dire que quand je m'ancre à la planète, quand je me concentre sur, quand je fais descendre mon énergie et que je m'ancre, je me connecte aux grilles cristallines qui immédiatement vont faire vibrer des informations qui sont en moi et qui sont en résonance et qui sont en gros, qui sont au fin fond des cellules, mais qui peuvent être aussi dans les corps subtils que je n'ai pas, dessinés ici, mais qui peuvent aussi être dans l'ADN et cetera. On aurait pu aussi rajouter les dauphins et cetera, mais je ne l'ai pas fait. Ce que j'essaye de dire par là, et c'est pas facile, hem, l'intuition, je trouve, qui peut se dégager de tout ça, c'est qu'en fait, notre réalité, nos perceptions, notre matière, en fait, sont le résultat de tout ce travail d'information, de tout ce travail de circulation des informations, et ça se fait à notre insu et ça se fait, en fait, au niveau de ce temps zéro, hein. Donc ce temps zéro qu'on retrouve donc dans l'espace-temps dont on parlait tout à l'heure, donc qui est, H2, au niveau du noyau de l'atome où le temps est égal à zéro. Hem Et c'est ce qui voudrait dire aussi qu'en fait, notre corps, la matière, c'est de l'information, mais qui est déjà passée, en fait, qui est déjà dépassée. Et chose très importante par rapport à ça, donc là, je retourne à la théorie des champs d'Émile Pinel. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, hein, le DH3 sur DT, là, dont je parlais. Hem, qui indique donc qu'à chaque nanoseconde, nous changeons absolument perpétuellement puisque l'univers, donc ce champ H2, nous envoie à chaque nanoseconde, et c'est même plus rapide que ça, de nouvelles informations. C'est la raison pour laquelle, de nombreux chercheurs disent en fait que notre corps en fait se s'effondre, se décompose et se recompose des milliards et des milliards et des milliards de fois dans une journée, en fait. Voilà. Et qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, il se recompose de façon, suffisamment rapide pour que nous ne puissions pas voir la décomposition? J'ai ma petite idée là-dessus, mais on en parlera dans un autre tuto, mais ça a bien sûr à voir avec, pour que tous les atomes, tiennent ensemble. Vous savez, en fait, il n'y a aucune raison pour que nos atomes tiennent ensemble. C'est un miracle à chaque nanoseconde, en fait. Il n'y a aucune raison pour que ça tienne ensemble. Qu'est-ce qui donne ce miracle à chaque nanoseconde? C'est peut-être parce que nous sommes regardés, hein, au même titre que, l'observateur influe sur l'expérience en regardant, les atomes danser sous son microscope. Je crois que nous sommes aussi regardés. Par qui, comment, on en parlera dans d'autres tutos, mais il y a une logique derrière tout ça qui est en train de se dégager. Et donc voilà, en même temps, et c'est ce que dit Jacqueline Bousquet, ce perpétuel changement-là qui nous vient de H2 et qui à chaque fois nous envoie des myriades et des myriades d'infos nouvelles, c'est porteur d'espoir parce que ça veut dire que rien n'est figé et que si je veux, je peux me connecter à des informations qui n'ont strictement rien à voir avec les informations qui m'ont bâti jusqu'à maintenant, moi, mon corps, mes idées, ma réalité, tout ça. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Cette idée qu'à chaque instant, tout peut absolument changer si je le décide. Et si je le décide pas seulement à un niveau mental, hein, mais ça, on en reparlera. À chaque instant, je peux convoquer dans le grand champ quantique de l'univers de nouvelles informations qui me permettent d'avoir un nouveau corps, qui me permettent d'avoir une nouvelle réalité, de nouveaux amis, etc., etc. Là, je vais plus vers des choses plus concrètes, mais à un moment donné, on va en venir à ça parce que si on se casse la tête, hein, excusez-moi, mais c'est un travail qui est merveilleux à faire, mais qui est aussi extrêmement exigeant. C'est aussi pour que ça nous serve dans notre vie quotidienne, hein, et donc c'est pour ça que dans un second cycle qui aura lieu dans quelques mois, je pense, je vais expliquer pourquoi, en m'appuyant sur plein de gens évidemment,
expliquer pourquoi c'est extrêmement important, en fait, de comprendre comment fonctionne tout ce système. Parce que quand on l'a vraiment compris, on peut changer sa vie, on peut l'améliorer, hem, jusque dans certaines limites quand même. Puisque, et ça sera l'objet d'un prochain tuto, notre création, elle est elle ne dépend pas que de nous. On co-crée et le collectif, il a un impact extrêmement puissant, hein. Donc, on n'est pas tout seul dans l'univers, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, parce qu'en fait, on est 7 milliards. Voilà, et donc ce sont 7 milliards de champs, 7 milliards de consciences qui sont unies, qui s'entrechoquent, pour former une conscience générale de la planète Terre. Donc voilà, on n'est pas tout seul et on ne peut pas faire forcément tout ce qu'on veut tout de suite, puisqu'on est quand même dépendant du collectif. Ça, c'est la grande déception du jour, hein. C'est pas, mais bon, les théories du New Age qui disent que grâce à mes pensées, je peux inventer à chaque seconde le monde que je veux, c'est une énorme bêtise. C'est vraiment, faut oublier tout de suite, ce genre de théorie. C'est pas du tout ça. Oui, effectivement, on a une marge de liberté, on a un libre arbitre et on peut, si on veut, considérablement améliorer sa vie, on peut changer de vie. Mais attention, ça se fait pas forcément en un jour et on est dépendant du collectif. Et voilà, je terminerai, par une phrase de Jacqueline Bousquet pour une fois, que je trouve très juste et qui, en fait, qui nous conseille de placarder, sur chaque, f pièce qu'on fréquente chez nous, de placarder une affiche disant: «N'oublie pas de penser par toi-même, car si tu ne penses pas par toi-même, c'est n'oublie pas de penser par toi-même, car si tu ne penses pas par toi-même, c'est l'humanité qui pensera à travers toi».